Donc bonjour Inès, bienvenue. Bonjour, merci Pascal. Donc tu interviens dans une série qui s'articule autour de réinformer le public sur ce que moi j'appelle les savoirs oubliés, et notamment tout ce qui concerne ce que la nature a à offrir. Voilà. Donc tu interviens dans ce cadre et ton parcours a fait effectivement que tu as pu aller vivre au Brésil pendant quelque temps. Et donc j'ai trouvé intéressant que tu puisses témoigner de ce que tu as vécu, de ce que tu as découvert là-bas. Donc, D'accord. quel est le parcours qui t'a amené euh, jusqu'à ce voyage en fait, ce déménagement au Brésil? Alors, c'est vrai que je vais directement parler de la nature parce que ça, c'est quelque chose m'appelait beaucoup dès toute petite. La nature exotique, voilà, c'était une source d'inspiration déjà. Et donc la première fois, dans les premières fois que je suis allée au Brésil, j'avais réalisé une exposition de photographie sur la nature luxuriante et les quartiers populaires. Et je savais pas encore que dans mon futur, je m'y installerai et je serai dans les quartiers populaires avec toute une nature luxuriante autour. Je pense que cet appel, il était fort en moi et puis à un moment donné, j'ai réussi à à mener toute ma famille, ma tribu, et à les convaincre de s'installer au Brésil et d'y rester pendant quelques temps. Et oui, ça a été une expérience très forte dans ma vie, vraiment un point important qui m'a transformée et qui m'a permis de faire tomber beaucoup de barrières, beaucoup de peurs et voilà, d'avoir d'autres perspectives euh, sur, euh, sur la vie et sur, ce, sur tout ça, quoi. Et donc, c'est vrai que, eh bien, en arrivant au Brésil, c'est un pays de toute façon qui transforme parce que tout est tellement intense en tout point que on peut pas résister au changement. En se laissant, bien sûr, en se permettant de vivre ce qu'il y a à vivre. Parce qu'on peut y rester pendant 2 mois et puis repartir, voilà, avec sans s'être permis et repartir un peu comme on est parti. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés d'abord à m'adapter à ce nouveau lieu, à un nouveau mode de vie pour nous tous. Et puis peu à peu, on s'est laissé prendre. Et je dirais que c'est un pays qui est plein d'amour. Les gens sont pleins d'amour. Donc avant tout, c'est le mot qui habite voilà le peuple brésilien, c'est l'amour sans aucune hésitation. Et quand après les mois sont passés au Brésil et que j'ai pu m'adapter à cette nouvelle vie, etc. Une vie qui était dans les quartiers populaires justement, donc en plein cœur. Et puis bon, c'est vrai que mon mari est brésilien, donc on a la famille aussi qui était présente. Euh, C'était une expérience transformatrice d'un point de vue humain parce que il y a aucun cœur qui résiste à l'amour, à la simplicité des gens qui ont rien et qui vous donnent tout, des personnes surtout qui vous prennent dans les bras et c'est la première fois qu'ils vous ont vu. Donc ça déjà on prend un, un grand souffle de vie, de recevoir de l'amour comme ça, de recevoir la joie aussi, la légèreté, euh, le rire. Parce que c'est pas simple hein, pour nous. On est très dans les chakras supérieurs, dans la connaissance, d'intellectualiser tout. Et au début, c'est vrai que c'était dur. Je me suis dit, mais mince, de quoi je vais discuter? J'avais l'impression que les conversations étaient simples et et du coup que j'avais fait le tour au début, c'est vraiment comme un extraterrestre, un peu en dehors, en observation. Et je me suis dit, ça va pas le faire. Et
Et finalement, aujourd'hui, je regarde ça vraiment d'une façon différente. Aujourd'hui, en retour en France, je trouve qu'on est tellement compliqué et que tout de suite, on a besoin justement de mots, des petites subtilités font un grand problème. Et là-bas, c'est vrai qu'il n'y a pas ces problèmes n'existent pas. Ils ont d'autres soucis, mais ceux-là, c'est vrai que c'était tellement léger que ma vie était légère. J'ai comme ralenti et trouvé le temps. J'ai eu le luxe de pouvoir décider de ce que je pouvais faire en temps et en heure finalement, d'avoir cette possibilité d'être à l'écoute de moi, de ce qu'il y avait autour et d'évoluer. Vraiment, même sur les derniers temps avant de partir, ma vie ressemblait à ça, à ce que je faisais dans l'heure et sans importance. Et du coup, ça, c'était le plus... et c'est très dur, le retour. Mmh. C'est comme si ce pays t'avait finalement appris à ralentir et à te connecter finalement à qui tu as envie d'être dans l'instant présent, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Et puis, il y a... c'est-à-dire qu'on ralentit, mais il y a quand même le feu de vie qui est là. Parce que c'est toujours en partage, toujours en connexion avec l'autre. Là, c'est vrai qu'on dit que le Brésil, c'est un pays de fête. On peut aussi ne pas faire la fête, mais c'est toujours, il y a toujours une bonne excuse pour se rassembler, une bonne excuse pour se rencontrer voilà, sans prévoir des grandes lignes. On peut se retrouver tout simplement comme ça et, et même si il y aurait pu avoir une mésentente avec quelqu'un, ça n'empêche pas de se retrouver et encore de célébrer et d'être là. Donc cette joie-là, j'ai envie de la retrouver ici, de la passer si je peux. Mais c'est je pense qu'on aurait besoin dans nos peuples de se prendre moins au sérieux, de se retrouver, de se rencontrer sans forcément une raison, voilà, une raison établie. Et puis c'est un pays qui est rempli, qui est comment dire, qui a une nature qui est très forte. C'est pas que notre nature elle n'est pas forte, elle est forte, mais là-bas je sais pas comment expliquer, c'est intense. On le voit autour de soi. Quand on se balade, voilà, dans la forêt, la nature est vraiment très vive, très intense. Donc tout est vite, là, tout est intense en tout point. C'est en mouvement constant, on est vraiment au cœur de la vie. Et donc la nature, elle est très présente dans la vie de tous les jours. Ils ont moins cette conscience comme nous de la conscience écologique pourtant. Dans les villes, etc., on va trouver encore par les infrastructures, par le manque de moyens qui leur sont donnés par les gouvernements, etc. Donc, je ne veux pas rentrer dans la partie politique, mais de ce fait, comme il n'y a pas d'infrastructures et de moyens, on va trouver voilà des pollutions qui aujourd'hui pour nous on fait très attention à tous les poches en plastique, les sacs en plastique, etc. Ils sont en chemin. Par rapport à 10 ans de ça, il y a déjà un chemin qui s'est fait. Donc ça, nous, on peut leur apporter en fait par notre organisation, par nos moyens. En revanche, sur la partie du respect de la nature, de l'attention aux autres, aux animaux, aux plantes, on a à apprendre encore. Oui, c'est que on a une vision différente, mais la nature fait partie de nous. On est la nature. C'est ça. Nous sommes la nature. Voilà. On essaie de revenir à la nature, mais on n'a pas besoin d'essayer de revenir à la nature parce que la nature est déjà là. Voilà. Elle est déjà en nous. C'est ça. On fait un effort contre nature. On a déjà la nature. En fait. Déjà, c'est ça à comprendre. Parce que si on comprend ça, alors il n'y a pas besoin de faire un effort. Parce que si c'est nous, il n'y a pas l'effort à faire. Puisque du coup, si c'est à l'intérieur de nous, on se respecte. Donc on respecte la nature autour de nous. Si la nature
c'est nous, c'est qu'on peut, on peut être en alliance avec elle. Elle fait partie de nous. On est en union. Mm. Donc, on peut utiliser les plantes avec respect. Alors Voilà, on justement, peut. qu'est-ce que tu as observé en fait dans ce lien avec la nature lorsque tu étais là-bas? Alors déjà, il y a les peuples indigènes autochtones. Donc, comme je te l'avais dit avant, indigène, on l'utilise beaucoup là-bas, mais ce n'est pas péjoratif comme pour nous ici. Donc la nature faisant partie intégrante de nous, et cette conscience est déjà acquise pour ces peuples. Donc ils ont comment ils interagissent avec la nature. Déjà, c'est en observation. C'est l'observation qui leur a permis d'avoir certaines connaissances. En observant, alors la nature, on a aussi des animaux, ils vont observer que tel animal s'est fait piquer par un serpent, et puis donc admettons, je crois qu'ils avaient observé un lézard qui s'était fait piquer par un serpent, et dans la même heure, le lézard parcourait la forêt pour chercher une certaine plante pour se soigner de cette morsure. En observant ça, ils ont pu comprendre que telle plante était nécessaire pour cette guérison en cas de morsure. Donc par observation, déjà, ça leur permet voilà d'avoir cette connaissance, d'acquérir cette connaissance. Et ensuite, pour les peuples, enfin pour les Brésiliens qui habitent dans les quartiers ou dans les villes, ils ont quand même cette connaissance des plantes par leur grand-mère, par leur tante, par les arrière-grand-mères qui leur ont passé ça. Et c'est tout naturel que de les utiliser pour se purifier, pour se soigner, pour avoir une connexion, parce que c'est aussi un pays qui a une grande foi en Dieu, au grand esprit, à la source. Pour eux, le mot Dieu n'est pas un problème de dire Dieu. C'est pareil. Alors, la transmission des savoirs, elle est orale. Mais elle n'est pas que orale. C'est aussi directement la plante qui enseigne. Ok. Donc, on a trois choses. On a l'observation. Cette connaissance est passée par l'observation, par le savoir oral et ancestral familial, on va dire, et aussi par la plante elle-même. Mm. Et dans le savoir ancestral, que la personne soit encore en vie ou pas aussi. C'est-à-dire que Ok. quand un Indien part récolter ses plantes pour préparer une boisson, et il est déjà en méditation, il est déjà en connexion avec ça. Donc c'est déjà un moment sacré qui fait partie de la préparation de la plante, d'une boisson qui peut servir pour guérir, par exemple, ou ouvrir les chemins. Donc à ce moment-là, il part tranquillement, voilà, cueillir sa plante. Il est présent déjà à lui-même pour aller recueillir cette plante. Après, il y a la préparation. Et donc, si tu prépares une plante, mais tu es pas présent en la préparant, il y a rien qui se passe. Et tout est comme ça pour tout. Donc, ta question au départ, c'était comment la nature elle est présente dans la vie des Brésiliens. Euh, elle est toujours présente en tout point, parce que c'est normal. Ils savent en fait s'ils ont bien sûr que aussi ils n'oublient pas la partie médecine comme nous. S'ils ont voilà un souci, ils vont comme nous, ils sont pris par la vie moderne aussi. Mais ça va être tout à fait normal d'aller voir la guérisseuse du quartier pour qu'elle te prépare une boisson ou tiens, j'ai cette herbe dans le jardin, je vais me faire un bain d'herbe pour me nettoyer, ou
ou un thé, ah là non, celui-là je peux pas parce que voilà, c'est normal en fait. C'est qu'il y a pas de, il y a pas de discrimination entre une façon de se soigner et une autre. Tout ça vit en complémentarité. Dans les familles, en fait, les gens, selon leurs besoins, vont aller chercher l'aide de la médecine moderne si ce qu'ils ont besoin de soigner requiert la médecine moderne et aller chercher les savoirs peut-être plus traditionnels, ancestraux, si il y a autre chose à faire. Et Mhm. globalement, ça cohabite très bien en fait dans les us et coutumes de tout le monde là-bas, quoi. Oui, après ils le perdent quand même un peu, hein. Mm. Ils ont certains euh, et le fait d'avoir cette facilité d'aller à la pharmacie, de prendre des médicaments comme ça, ils perdent aussi parfois des choses qu'ils faisaient avant quand ils avaient moins d'accès à ça, ça va pas se perdre complètement, mais c'est vrai que de fait la modernité c'est aussi oublier certains savoirs. Et donc justement, dans les pratiques que tu as découvertes là-bas, est-ce qu'il y a des plantes particulières qui font vraiment partie du paysage, comment dire, voilà, des us et coutumes, des plantes qu'on voit chez tout le monde en fait, et comment ils s'en servent en fait? Alors, il faut que je trouve le nom en français, mais on a en effet une plante qu'on trouve aussi chez nous, qui est, je crois que l'on appelle la langue de belle-mère ici. Ok. Donc là-bas, ça s'appelle l'épée de Saint-Georges, espadille Saint-Georges. C'est une plante qui est dans toutes les maisons, à gauche de l'entrée de la porte pour protéger voilà mauvaises énergies, du mauvais œil. Elle est utilisée justement pour faire les bains d'herbe. Elle est utilisée pour bénir, dans le sens de faire une prière et voilà de bénir. Elle est même utilisée pour le nettoyage. La coupe et la mettre dans le dans le seau pour nettoyer le sol. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment la plus commune, la plus courante que l'on Mhm. retrouve. On peut aussi l'utiliser pour mettre, si par exemple on a un mal au dos, la poser sur le dos, passer la nuit avec. Enfin, c'est la plante par excellence pour guérir les maux de tous les jours. Mais c'est aussi une plante forte au niveau spirituel. On a aussi notre plante, mais je vais pas avoir le mot en français. Je pourrais la trouver, le mettre en lien. C'est le haroud, ça s'appelle haroud aussi, qui est utilisé aussi pour nettoyer, se nettoyer énergétiquement. Ça, c'est quelque chose qui est euh, qui est commun là-bas. Voilà. Ça, ils vont pas le chercher en pharmacie ces choses et c'est normal. Mais voilà, ça, c'est dans les jardins. Après, on a des plantes maîtresses. Donc les plantes qui vont être utilisées dans des cérémonies conduites par les peuples autochtones de l'Amazonie, qui sont très utilisées, comme le râpé, qui est un mélange de tabac et d'écorce d'arbre, d'un arbre spécifique de l'Amazonie, qui s'appelle le tsunu. Le tabac, c'est une plante enseignante et ça fait partie des plantes maîtresses euh, qui est utilisée et depuis des millénaires et on le retrouve dans beaucoup de peuples autochtones en dehors du Brésil, bien sûr. Ensuite, ils utilisent aussi d'autres plantes comme euh, le moka, c'est une plante racine et souvent ils l'utilisent pour faire des diètes spirituelles, pour pouvoir partir en forêt, faire cette diète avec cette plante. Et c'est un esprit très fort de la forêt. On a bien sûr le uni, c'est l'ayahuasca, qui est communément appelé chez nous, qui est un mélange de deux lianes, la chakrone et alors je sais plus le nom, je saurais plus le dire là comme ça. On a aussi le cepa qui est une résine d'arbre qui est utilisée pour faire des fumigations. Oui, donc je disais en fait, c'est les plantes courantes qu'on retrouve chez tout le monde? Non, pas du tout. Ah. Alors, on retrouve pas ces plantes chez tout le monde. Le cepa, donc la résine,
c'est une plante qui vient d'Amazonie, qui est utilisée par les peuples indigènes. Elle est utilisée pour nettoyer l'aura. C'est une plante qui est pas commune dans toutes les familles. C'est seulement dans une partie de l'Amazonie. Ces peuples-là utilisent les plantes pour tout, même lorsqu'ils utilisent, lorsqu'ils font leur peinture corporelle. C'est aussi 2 plantes, le roucou qui est un colorant rouge et le génipape qui est noir. Et ces plantes-là aussi, lorsqu'ils font les peintures corporelles, c'est aussi ils demandent aussi à la plante de les guider pour le faire. Donc là, c'est vraiment une dimension plus spirituelle parce que spirituel, c'est jamais détaché. Le spirituel, c'est-à-dire le grand esprit, est toujours présent. Donc voilà. Après, dans les familles, etc., ces plantes-là sont pas forcément connues et elles sont pas forcément utilisées. Parce que ils vivent dans les grandes villes. Et on parle pas on a les Brésiliens et les peuples natifs du Brésil. Donc, on a des familles qui sont d'origine européenne. Voilà. Ça, le tabac, c'est pareil. Le tabac, aujourd'hui, on l'a en France. Les cigarettes, malheureusement, ça a perdu toute son essence et toute sa dimension spirituelle. Mais à la base, le tabac, c'est une plante sacrée qui est incroyable, qui porte toutes nos intentions, qui nous accompagne. Enfin, je peux parler du tabac plus longtemps encore. Et le tabac, il perd son essence en l'utilisant tel qu'il est utilisé aujourd'hui dans notre monde comme ça. En fait, ce que j'aimerais passer à chacun, c'est que ici on a toutes les plantes autour de nous, on a tout un savoir que l'on peut encore retrouver. Et une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on prépare quelque chose pour soi, voilà, par exemple, même une tisane, quand on le prépare, c'est toujours bien de chanter, d'apporter cette vibration et son intention, d'être présent à soi-même et de demander avec l'intention. Parce que une plante, c'est si on ne demande pas l'autorisation à la plante, qu'on se connecte pas à soi-même, il y a rien qui se passe. Finalement, c'est comme un aliment sans vie. Quand on va manger quelque chose pour remplir notre physique, mais c'est tout. Ça va pas nous apporter quelque chose de plus. Alors justement, dans ta démarche de proposer des opportunités pour les gens de se rassembler tout en découvrant des rituels que tu as toi-même découvert au contact donc de ces peuples autochtones au Brésil, il y a la cérémonie du cacao. Oui. Bon. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cette cérémonie du cacao? Oui. Le cacao, c'est une plante maîtresse, justement. C'est cette plante que je voulais parler tout à l'heure. Donc le cacao, il n'est pas utilisé par les peuples d'Amazonie aujourd'hui dans leurs rituels. Ça vient vraiment des peuples aztèques, des peuples mayas, donc c'est encore plus loin dans l'histoire. Et le cacao, c'est une plante qui agit directement sur le cœur, sur l'émotionnel. C'est donc le chocolat, si on veut dire, qui a été aujourd'hui qu'on trouve chez nous, sauf que c'est dans son essence pure, sans avoir été transformé et ajouté d'autres éléments, puisque aujourd'hui, du coup, ça perd complètement son essence. Et on l'appelle le cacao l'aliment des dieux, on l'appelait comme ça. C'est une plante qui est très subtile et qui est aussi une plante médecine, qui vient aussi nous guérir. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des cérémonies de cacao parce que il y a cet appel à retourner à son cœur, à ouvrir son cœur.
moi, en faisant ce parcours avec le cacao et les autres plantes, j'ai vraiment senti l'ouverture du cœur physiquement. J'ai senti vraiment la douleur dans le cœur que ça s'ouvrait. Et, et c'est s'ouvrir, voilà, s'ouvrir à soi-même, s'ouvrir à l'amour plus grand. Dans les cérémonies du cacao, c'est on va dire, c'est une possibilité de s'ouvrir à soi-même, de se rencontrer avec les chants ancestraux. On peut accompagner la cérémonie du cacao sous plusieurs formes. Elle ouvre un espace propice à la créativité, à la danse, au chant, au partage, à la joie. C'est quelque chose de très joyeux. Et en même temps, du coup, il y a un lâcher prise, tant pour sa partie physique sur lequel agit que sa partie plus dans l'astral, plus dans le côté spirituel. C'est aussi donc en fait, tout le monde peut faire une cérémonie cacao. Oui, alors sur la partie physique, il faut juste pour ceux qui peuvent avoir des problèmes de tension ou quoi, le dosage doit être un peu moins élevé. D'accord. Mais sinon, tout le monde, oui, peut participer à une cérémonie de cacao. C'est plus doux que d'autres plantes. On peut faire un parcours plus en douceur. C'est recommandé. C'est recommandé de le faire. C'est un beau parcours aussi, le cacao. Et donc, ce n'est pas ouvert seulement aux femmes. C'est tant pour les hommes que pour les femmes. Ça n'existe pas. Oui, et donc effectivement, c'est un rituel qui s'accompagne donc de chants, de danse, de partage sous plusieurs formes. C'est pas uniquement de boire finalement, parce qu'on pourrait le résumer à l'européenne, hein, c'est-à-dire on va se réunir et boire un chocolat chaud, quoi. Non, c'est pas ça. Oui, parce que je demande aux personnes qui viennent faire cette cérémonie du cacao de se préparer aussi au préalable avant de venir, parce que c'est une démarche aussi. On vient pour rencontrer la plante finalement. On vient pour pouvoir aussi être en lien avec les autres. Il y a l'énergie du groupe qui se met en place. C'est une plante qui rassemble, une plante de l'amour. Donc, l'amour, c'est le rassemblement, c'est l'union. Et c'est important aussi de se préparer, de faire une petite diète avant de consommer le cacao, de venir en conscience pour pouvoir recevoir. C'est pas juste, c'est pas un chocolat chaud, c'est pas même si ça peut s'apparenter à un chocolat chaud. On n'est pas très loin parce que le chocolat à la base c'est le cacao qui a été importé. Après quand ils sont partis en Amérique du Sud et puis ils ont découvert cette plante sacrée, ils l'ont ramenée et puis après ça a été transformé. Le cacao, c'est vrai que ça nécessite d'être en observation de soi-même et de ce qui se passe, d'être à l'écoute de soi. C'est pareil, on peut recevoir le cacao et puis continuer à être à fond, à 2000%, et pas s'arrêter, juste pour regarder, pour observer. Et du coup, tout dépend de nous. On est toujours maître à bord de notre bateau. Donc, en tout point, hein. Pour tout. Si on n'est pas présent à soi-même, qu'on n'écoute pas ou qu'on n'y met pas de l'intention, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas cette dimension plus grande. J'apporte aussi toute la dimension des peuples de la tribu Yawanawa dans mes cérémonies du cacao pour le moment. J'apporte ce que j'ai pu apprendre aussi. Donc c'est aussi un voyage quand on ne peut pas aller en Amazonie. Et donc ta prochaine cérémonie cacao, c'est le 21 octobre à Lison. C'est le 21 octobre à Lison. Samedi 21 octobre. Voilà. C'est super. On te retrouve donc le 21 octobre pour cette cérémonie cacao. Donc avis à ceux qui voudraient découvrir ce rituel qui est très, alors pour l'avoir essayé, qui est très doux, très dans
Ben oui, c'est vraiment extrêmement doux, dans le subtil, dans la joie. Voilà, Mm. donc je le recommande aux gens qui ont envie de lever un peu le pied et de se poser quelque temps pour être en lien avec eux-mêmes et justement laisser le cœur s'ouvrir à autre chose. Oui, Bon, et ben écoute, merci beaucoup Inès pour tout ça. oui, avec plaisir.